Madame la maire, nous avons un premier débat d'orientation budgétaire après la crise Covid que nous avons connue, et c'est aussi le moment de tirer les enseignements. Le premier enseignement que tire le groupe communiste dans cette période de crise, c'est le rôle essentiel du service public face à une crise et dans notre capacité de résilience. Mais c'est aussi le rôle essentiel du service public comme levier pour la relance économique. Et donc, tout ça nous amène dans nos orientations budgétaires à un constat, c'est le besoin de continuer à renforcer le service public et donc d'aller à l'encontre des politiques d'austérité, d'aller à l'encontre des personnes qui nous disent que le plus important, c'est de réduire la dépense publique. Eh bien, le groupe communiste pense exactement le contraire. Le plus important, c'est plutôt d'augmenter la capacité d'intervention du service public. Malheureusement, la stratégie depuis les années 80 va à l'inverse de la décentralisation. C'est d'abord la volonté de réduire la dépense publique de l'État, puis celle des collectivités. C'est l'application des politiques d'austérité. Et l'un des piliers du service public, mais aussi de la démocratie locale, c'est bien la fiscalité locale. Or, nous sommes face, depuis les années 80, à une entreprise de casse de la fiscalité locale, au point aujourd'hui que la Gazette des communes titre « Le contribuable local, une espèce en voie de disparition ». Des 4 impôts directs à pouvoir de taux mis en place dans les années 80, il ne reste à la main de la ville de Paris que les taxes foncières et moins d'un tiers des impôts économiques sur les entreprises. Pour Paris, il faut retenir un chiffre, nous avons la main seulement sur 28% de nos recettes. Les ressources de la fiscalité directe ont baissé de 11% entre 2017 et 2021. La restructuration des impôts sur les entreprises depuis la réforme de la taxe professionnelle, c'est une perte cumulée de 21% de nos recettes fiscales et une baisse de 12% entre 2010 et 2021. Évidemment, la récente suppression de la taxe d'habitation, compensée par une fraction de la TVA, va encore dans ce sens et va un sens qui est l'érosion totale des finances publiques locales et de la fiscalité locale. Alors aujourd'hui, comme l'a dit ma collègue Fatoumata Koné, nos recettes dépendent à la fois des compensations de l'État par les dotations, mais surtout des DMTO. DMTO qui dans ce budget semblent augmenter, mais DMTO que nous savons fluctuantes et DMTO finalement qui surfent sur la spéculation immobilière et donc on ne peut pas dire que ce soit un impôt vertueux. Nous pensons aussi que dans cette période, nous sommes face à un mouvement très grave. C'est un mouvement de recentralisation du pouvoir de l'État sur les finances publiques. Alors, Madame la maire, nous pensons que ce système est à bout de souffle et nous invite à mener 2 batailles. La première bataille, c'est celle que vous avez évoquée. C'est vraiment avoir les compensations de l'État à l'euro près. Nous l'avons évoqué, je pense, depuis votre première élection, en 2014, et nous évoquions chaque année une dette de l'État vis-à-vis de notre collectivité à 1 milliard d'euros chaque année. Et aujourd'hui, symboliquement, la dette de la Covid de la ville de Paris, c'est 1,2 milliard. Eh bien, il nous a paru important que dans ce débat, nous déposions un vœu demandant expressément à l'État de compenser cette perte pour la ville à hauteur de 1,2 milliard. Compensation, ma collègue Camille Nagy y reviendra, mais aussi du RSA qui a explosé, de l'allocation aux personnes en situation de handicap, de la TH, enfin l'ensemble des reprises par l'État et des transferts de charges de l'État. Je voudrais enfin dire une chose, c'est qu'il nous faut absolument une révolution fiscale pour plus d'autonomie financière des collectivités locales. Sinon, il n'y a plus aucun sens à ce que les collectivités territoriales soient dirigées par la démocratie, par la représentation du peuple. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à nommer un préfet et appliquer les règles de l'État. Des richesses, il y en a et il faut aller les capter et par la fiscalité. Je voudrais donner 2 exemples d'actualité. Premier exemple, selon un rapport du 15 novembre, des dividendes records sont versés aux actionnaires dans ce dernier trimestre. Dividendes records qui atteignent les 1 400 milliards d'euros
sur l'année 2021. Le versement aux actionnaires bondit de 19,5% par rapport à 2020. Et parallèlement à ça, c'est la flambée des prix des matières premières qui a généré les bénéfices records pour les sociétés minières. D'un côté, nous avons des dividendes qui augmentent, et de l'autre, le prix du gaz, de l'électricité, des produits de consommation qui augmentent et le pouvoir d'achat des citoyens qui baisse. Et l'État qui continue une logique de la réduction de la dépense publique. Deuxième exemple de l'actualité qui illustre mon propos, de cette problématique de déséquilibre entre développement économique et services publics. En 2015, l'entreprise Starbucks a réalisé un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros et un bénéfice de près de 800 000 euros, mais n'a pas versé un seul centime d'impôt en France grâce aux niches fiscales. Eh bien, on estime aujourd'hui 200 milliards d'euros pourraient être récupérés chaque année en luttant contre l'évasion fiscale. On estime à 100 milliards de niches fiscales et à 80 milliards de fraude fiscale. Dans cette situation, la seule mesure prise par le gouvernement aura été la suppression de la taxe d'habitation compensée par la TVA. La TVA est devenue une sorte de couteau suisse servant à payer indifféremment les dépenses de l'État et celles des collectivités locales. Mais quelle réalité se cache derrière cette évolution de la fiscalité et de la TVA ? C'est faire payer plus les foyers modestes que les entreprises et les foyers riches. Le taux de prélèvement de la TVA pour une personne au SMIC correspond à 14% de ses revenus, alors que ce taux n'est plus que de 5% pour les foyers les plus riches. Cette évolution, c'est la fin de la progressivité de la fiscalité. C'est une autre réalité, c'est que les taxes sur la consommation aujourd'hui représentent 373 milliards d'euros pour l'État, soit 75% des recettes fiscales, alors que les impôts sur la progressivité, notamment sur le revenu ou sur les entreprises, c'est seulement 16% des recettes de l'État. Voilà l'injustice auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et je pense, Madame la maire, que dans ce congrès des maires de France qui se réunit aujourd'hui, nous avons besoin d'une voix qui fasse entendre une alternative, une refonte totale de la fiscalité sur la base de la progressivité, qui rétablit un équilibre entre impôts économiques sur les entreprises et impôts sur les personnes sur la base des revenus. Notons d'ailleurs que le pouvoir fiscal à Paris est important, puisque quand on regarde l'IFI, l'impôt sur les fortunes immobilières, c'est 30% des recettes qui viennent de Paris. Ça veut dire qu'à Paris, nous avons des grandes fortunes et nous avons des gens très riches qui aujourd'hui échappent aussi à l'impôt sur le revenu. C'est aussi rétablir le lien de la fiscalité entre citoyens et territoires, c'est retrouver le consentement à l'impôt. C'est une réelle évaluation des politiques locales dont nous avons besoin. Et donc, mon propos aujourd'hui, ce n'est pas d'augmenter les impôts locaux, mais c'est une réelle révolution fiscale à l'échelle nationale qui permette d'accompagner une véritable autonomie des finances des collectivités pour relever les défis d'avenir, en s'appuyant, et je conclurai là-dessus, sur deux leviers, l'investissement public pour la relance économique et le renforcement des services publics par l'emploi public. Je vous remercie.